On accompagne les collectivités locales comme les habitants dans tous leurs projets de construction, c'est-à-dire qu'une ville peut nous solliciter, c'est à elle de nous solliciter, hein. Le CAUE n'est pas une structure obligatoire, on y vient si on a le désir de réfléchir plus profondément à son projet, donc une collectivité peut nous solliciter et à ce moment-là, on l'aide à apporter des arguments au futur projet, à l'aider à concevoir son projet et essayer d'avoir effectivement aujourd'hui une démarche soutenable et durable. Donc ça, c'est l'aspect technique. Et puis on a un aspect qui est sensibilisation, donc où on travaille avec différents publics pour essayer de sensibiliser chacun à l'architecture, à l'urbanisme et au paysage, donc à travers des ateliers, des rencontres, des conférences comme aujourd'hui. Donc nous participons bien évidemment aux Journées nationales de l'architecture. C'est la 5e édition, c'est un partenariat avec le ministère de la Culture, c'est un partenariat avec le Conseil de l'Ordre des architectes de la région Sud-PACA. On travaille également en collaboration avec le département du Var, la métropole de TPM et la ville de Toulon. Et c'est vraiment dans ce cadre-là qu'a lieu cette conférence qui en plus arrive au moment où on inaugure les 2 autres bâtiments du projet Chalucé, et c'est avec un grand honneur que nous avons la chance d'avoir cet après-midi Corinne Vezzoni, architecte du projet Chalucé, quartier de la connaissance et de l'innovation, qui est tout nouvellement médaille d'or de l'Académie d'architecture. Alors, il faut savoir que l'Académie d'architecture, c'est depuis les années 70, si je ne m'abuse, que des médailles d'or sont données chaque année, que nous sommes au 8e architecte français qui reçoit cette médaille, qui en plus cette médaille est féminine, puisque c'est une femme qui reçoit la médaille cette année, donc on va dire que c'est l'année de Corinne Vezzoni à Toulon pour nous, et que c'est un vrai bonheur. Super. Que c'est un vrai bonheur de la recevoir et ce que je peux dire, nous, CAUE, c'est la générosité avec laquelle elle a répondu chaque fois positivement à nos invitations, où elle a donné du temps pour qu'on puisse réaliser ce livret Chalucé, paysage de connaissance, excusez-moi. Et c'est vrai qu'elle elle nous a donné du temps pour ça, et pour ça on la remercie, et que c'est une approche sensible. Vous aurez dans ce livret une approche sensible de ce projet-là, et qui est une autre façon de parler du projet que Corinne va vous présenter. Donc je vais m'arrêter de parler, puisque l'image est là, puisque maintenant ça marche, et vous remercier vraiment, Corinne, de votre présence à nos côtés. Merci à vous tous et bonjour. Donc, je vais passer la première image en espérant que ça marche. On se lance. Oui, c'est bon. Le sujet qui est abordé ici est un sujet qui, à mon sens, est emblématique de questionnements au niveau national qui sont très importants, qui sont la question de l'environnement, de la prise de position et de l'aménagement du territoire français. Parce que les villes se sont, depuis les années 60, développées démesurément dans leur périphérie et ont consommé énormément de sol, ont consommé vraiment de manière inconsidérée et je dirais anarchique les sols. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a consommé à peu près tous les 10 ans un département français de territoire agricole, de terrain agricole. Ce qui n'est pas rien. Et on sait très bien que le territoire n'est pas extensible et doit se poser cette question de comment essayer de retrouver une optimisation de nos terres, comment essayer de retrouver le lien avec la ville que les citadins veulent fuir. Alors le Covid nous a cruellement démontré aussi le désir de vivre à la campagne, puisque les sondages qui ont été faits montrent que 80% des Français souhaiteraient maintenant vivre à la campagne ou dans un pavillon, dans une maison isolée. Et nous, architectes, urbanisme, on doit se poser cette question de comment
comment arrêter et comment proposer au sein des villes ce que la campagne n'offre pas et ce que la ville peut offrir, et comment, en complément, la ville peut offrir ce que la campagne propose, c'est-à-dire le rapport à la nature, l'accès à l'extérieur et à l'espace naturel. Donc ces questions se posent au niveau du logement, bien sûr, mais aussi l'aménagement des villes. La grande force des villes par rapport aux campagnes, c'est d'offrir tous les équipements, tout l'accès au savoir, à la culture, à l'échange, au vivre ensemble, à tous les moments d'une vie qui, à mon sens, paraît riche et qualitative, et que peut-être la campagne offre par fragments, mais pas dans sa totalité. Donc la grande question de ce projet Chaluçay a été la reconquête d'un quartier qui était à l'abandon depuis quelques années, puisque c'était un ancien hôpital militaire au début. C'était une charité du XVIIe siècle. Et cette charité s'est construite au fil des siècles, est devenue hôpital militaire. Pour ceux qui sont toulonnais, ils l'ont peut-être connu, parce qu'il a fonctionné encore jusque dans les années 80, je crois. Et cet hôpital, une partie a été démolie. Il existait, est démoli pendant la guerre, puis ensuite démoli plus tard, le reste. Et il existait un jardin, qui était le parc, qui appartenait au départ à la marine également. La marine l'a cédé à la ville. Et ce parc était isolé de la ville, parce que clôturé et isolé de l'hôpital, forcément. Donc tout le sujet, c'était de dire, bien, l'opportunité de ce parc va être peut-être l'opportunité d'un nouveau projet et d'un nouvel accès à l'espace naturel. Alors le site, donc vous le voyez là, c'est un site qui est très intéressant parce qu'il se trouve, alors j'ai oublié mon pointeur, mais il se trouve en articulation avec deux tissus urbains de trames et d'organisations très différentes. Sur la droite, ce que vous voyez sur l'image de droite, c'est le tissu 19e, donc haussmannien, très orthogonal, avec scandé par un rythme très, très régulier. C'est vraiment l'architecture du 19e, l'urbanisme du 19e, avec à chaque fois des monuments importants, puisque en bas, à droite, c'est le Palais des Arts, et puis la place de la Liberté se trouve tout de suite sur la droite. Là, elle n'est pas visible, mais elle est tout à côté du quartier. C'est l'intérêt de ce projet. Et sur la gauche, à l'inverse, vous voyez, sur la partie gauche en haut de l'image, eh bien, un tissu organisé plutôt en oblique et beaucoup plus disparate, beaucoup plus relâché, et qui est la ville du XXe siècle, qui a été construite à partir de l'après-guerre, même un petit peu avant, et qui a de très beaux témoignages d'ailleurs d'architecture des années 50 et 60, d'immeubles paquebots, qui étaient très en vogue sur la Côte d'Azur et sur le sud de la France. Donc ces références au paquebot, à l'architecture un peu art déco, dont il y a pas mal de témoignages dans Toulon encore. Alors, pourquoi il se situait en oblique? C'est parce que cet oblique-là, alors je vais me lever, mais il y a en même temps le petit boîtier d'enregistrement, il ne faut pas que je le perde. De ce côté-là se trouvait une partie des remparts, des anciens remparts de la ville. Donc la partie médiévale de la ville s'arrêtait à cet endroit-là. Et ces remparts ont disparu depuis 2 siècles à peu près. Mais forcément, la ville retrace de toute façon toujours son histoire. Ce n'est qu'une forme de sédimentation de tissus successifs. Et ce nouveau quartier, sans le savoir réellement, s'est installé sur cette direction-là. Donc un quartier plus hétérogène. Et nous, on se retrouve entre ces deux quartiers, et finalement, c'est d'une certaine manière le quartier du XXIe siècle qui se tisse à cet endroit-là. Alors bien sûr, ce parc, qui était un parc qui avait été plus ou moins abandonné parce que beaucoup de végétaux étaient morts, il y avait un canal au centre qui avait été bouché, comblé. Et ce parc a été évidemment l'opportunité du projet, puisqu'on a commencé à travailler à partir de ce parc. Et puis à partir de 2 sujets qui sont comment on dialogue d'un côté à la ville 19e, en installant la proposition que nous avons faite, en installant tous les bâtiments publics de ce côté-là, tout ce qui était emblématique et visible depuis la ville, depuis la rue Chaluçay, qui est cette rue
ci qui a donné le nom au quartier, on va y installer tous les équipements publics. C'est-à-dire que dans la compétition, on nous proposait un programme avec plusieurs bâtiments et il fallait qu'on les organise sur le terrain. On nous donnait ce terrain du point le plus bas jusqu'au nord, c'est-à-dire la gare qui se trouve tout au nord de la photo. Et on devait composer les bâtiments chacun à notre façon. C'était une compétition, comme souvent en architecture, et avec comme obligation de construire une médiathèque, une école supérieure d'art, un centre qu'ils appellent TVT, c'est autour des métiers de l'informatique et des startups, et des bureaux pour le conseil départemental, des logements, une école de commerce, Kedge, avec Camondo, je vois que vous y êtes déjà allé. Donc plusieurs équipements très divers dans leur programme, mais très complémentaires également. Puisqu'évidemment, ce qui est formidable dans ce programme, c'est qu'on a des logements qui permettent au quartier de vivre le soir, lorsque les gens, ou le matin, ou le week-end, lorsque les gens vivent dans leur logement. Lorsqu'ils s'en vont, il y a une autre population qui arrive, les étudiants de l'école d'art ou de l'école de commerce ou de Camondo, qui arrivent le matin. Pour le TVT, les lieux de start-up, eh bien, ils restent souvent très tard dans la nuit. Et puis ensuite, les bureaux qui également viennent prendre possession des lieux. Et ce qui fait qu'il y a une vie en continu, matin, nuit et soir, et à tout moment de la journée, avec la médiathèque également qui offre pour le soir des expositions, un café littéraire et des lieux des jardins pour se rencontrer. Donc c'était évidemment la richesse de ce programme. La proposition que nous avons faite, c'était de dire, alors vous le voyez ici, cet équerre rose qu'il y a au centre de l'image, c'est l'ancienne charité, la chapelle qui est au centre, dans l'axe, qui était composée évidemment dans l'axe du jardin dès le XVIIe siècle. Ces jardins étaient des jardins potagers qui s'appelait le potager du roi, qui servait à alimenter en fruits et légumes cultivés sur place, donc avec la qualité de l'ensoleillement du sud, et qui étaient transportés ensuite à Versailles. Donc il y a une vocation en plus historique à ce lieu. Alors autour de cette chapelle et de cette aile qui est à droite, cet équerre qui est qui était l'aile de l'hôpital où se trouvaient les malades, la chapelle au centre, l'autre aile en symétrique à gauche a disparu après les bombardements. Et tout le sujet était évidemment de retrouver, et l'imposition des monuments historiques était de retrouver l'aile perdue. Première imposition. Nous avons proposé, autour de cet équerre, d'y installer la médiathèque. Donc pour nous, le cœur du projet se fait autour de ça, le lieu de culture, le lieu offert à tous les habitants, ouvert à tous, tous les âges, tous les parcours, la médiathèque, avec devant, bien exposé au sud, qui va s'articuler autour de cette chapelle et de l'aile existante. Alors vous la voyez, elle est en blanc. Tout ce qui est neuf est en blanc, tout ce qui est ancien, donc c'est la partie rouge. Ensuite, on continue à progresser. En haut, à droite, le long de la rue Chalussé, le deuxième bâtiment rectangulaire qui s'aligne sur la rue est le bâtiment de l'école de Kedge Camondo, à l'heure actuelle, qui lui va s'installer et installer un vrai linéaire, un alignement sur la rue Chalussé. Et le dernier bâtiment, le plus haut, le bâtiment un peu carré que vous voyez en extrémité, et le bâtiment de l'école d'art. Alors, je ne sais pas si je peux montrer comme ça. Est-ce que vous voyez si je montre avec la petite main? Oui. Voilà, ce bâtiment-là, c'est l'école supérieure d'art. Alors, il vient conclure la composition. C'est le bâtiment le plus haut, qui est une forme de signal pour le quartier. Signal à la fois parce qu'il est en point d'orgue, il termine au nord le quartier, mais également signal depuis les voies ferrées qui se trouvent juste derrière, et donc qui est aussi la signalisation depuis le nord de l'existence de ce quartier. Alors cette école d'art, vous le voyez, possède un socle qui va s'étirer très loin jusqu'à cette pointe-là, qui va être un socle plus bas que le bâtiment principal, et ce socle va faire référence aux anciens remparts. On a retrouvé à travers les archives
toutes les hauteurs, les gabarits de ces remparts, et on a proposé de restituer la trace et l'histoire de ce lieu, sans que personne ne le sache certainement, mais en tous les cas, c'était pour moi important de retrouver cette question de trace et de s'ancrer dans l'histoire du lieu. Et ce socle donc reprend exactement la forme et la hauteur des anciens remparts, se replie ici, et se replier à l'époque de cette façon-là. D'où cette forme qui peut paraître étrange de l'école d'art, mais qui n'est pas du tout gratuite, qui est vraiment un rapport à l'histoire. Ensuite, un élément plus au centre, plus à l'abri des bruits de la cité, plus à l'abri des bruits de la rue Chalussé et de la gare, s'installent les logements qui se trouvent en cœur d'îlot. L'option était de dire, évidemment, tout ce qui est le plus public se trouve côté ville, quelque part en visibilité, et tout ce qui sont les lieux de vie, les logements et les bureaux se trouvent plutôt en retrait, plus à l'abri des bruits et des mouvements de la ville. Alors, les logements se trouvent ici. Vous le voyez, ils se plient également, parce qu'eux aussi prolongent le pli des anciens remparts. Donc, on voit bien la forme des remparts, là, qui était ici, qui continuait jusque-là. Et ici se trouvent des réhabilitations pour les bureaux du conseil départemental. Un dernier bâtiment qui est en train de se réaliser se trouve extérieur au site, est ici, ça s'appelle l'îlot Vincent Allègre, ce sont les bureaux du département. Donc nous avons proposé de distiller les programmes de cette manière-là et d'organiser le tout à partir de ces grands jardins, de faire tomber les grilles qui existaient, qui isolaient le jardin du reste de la ville. Ça a été un point fort du projet, et de dire, eh bien, on va organiser une progression de ces jardins, et ils vont venir coloniser la totalité de l'opération. C'est-à-dire qu'il y a une série de plateaux, vous le voyez ici, 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 et qui continuent à monter vers le nord, une série de plateaux qui raconte ce qu'est la Méditerranée, ce que sont les villes méditerranéennes. Et c'est quelque chose d'extrêmement important dans nos régions, on le voit cruellement dans les Alpes-Maritimes, c'est le rapport à l'eau. Comment on arrive à capter l'eau, à la récupérer, à éviter les ravinements, parce qu'on sait qu'on est dans des régions où la violence du climat est extrême. Il peut y avoir un soleil violent, il peut y avoir des températures violentes, un vent violent et des pluies violentes. Rien n'est dans la douceur. Et comment nous, architectes, on répond à cette question-là? Alors la première des questions par rapport à l'eau, c'est de dire, eh bien, on va travailler en plateaux successifs, en restanques, et qui vont être chacune support de jardin, et qui vont accompagner le promeneur qui va traverser ces jardins. Et ils vont permettre, tous ces plateaux vont permettre une rétention de l'eau. Alors il y a des bassins de rétention sous ces jardins, et qui vont permettre d'éviter cet écoulement extrêmement rapide. De cette façon-là, ils permettent aussi d'organiser les bâtiments chacun sur un plateau. Donc l'école, la médiathèque se trouve sur un premier plateau, le plus bas. Ensuite, les logements, un deuxième plateau, et l'école d'art, un troisième plateau. Et de ce fait, les plateaux successifs permettent aux bâtiments aussi de se hisser de manière régulière et permettent à tous d'avoir un ensoleillement au sud, une ouverture au sud naturelle. Et rien de mieux que la lumière du sud à contrôler et pour l'hiver en profiter. On le voit un peu mieux ici peut-être, les jardins qui vont s'organiser. Donc un premier plateau qui se trouve ici, lié à l'école, à la médiathèque, qui permet d'avoir une première petite placette plantée d'orangers, et ensuite, successivement, vous voyez les bâtiments qui s'élèvent progressivement. Les deux derniers étant les bâtiments de logement qui datent des années 70, mais qui montrent que Toulon a osé, depuis assez longtemps, tenter la verticalité que d'autres villes n'ont pas forcément tenté. Alors, ces jardins, j'en dis un petit mot. Les paysagistes sont Pascal Antel, l'atelier Île, et nous avons travaillé ensemble sur cette idée de cet axe dont je parlais tout à l'heure, qui est la rue Chalussé, ou sur lequel on installe les bâtiments principaux, les bâtiments publics principaux. Et donc, on profite de cet axe-là pour le démarrer dès le point le plus bas, pour ceux qui sont allés dans les jardins, par un système de bassins qui vont accompagner également ces différents paliers et cette promenade-là. C'est-à-dire qu'on fait le choix de faire basculer la promenade plutôt latéralement,
qui est une composition plus contemporaine, à notre sens, que de marquer le bassin qui existait à l'origine, qui était au centre. Donc on fait basculer les choses et on a une espèce de grande composition latérale qui accompagne la rue Chalussé. Alors là, je vais vous présenter bâtiment par bâtiment, rapidement, parce que si vous y allez, au moins vous aurez quelques explications de promenade, de parcours à faire, à mon sens. Alors l'école des Beaux-Arts, on part du point le plus haut, l'école des Beaux-Arts, où vous avez un socle donc, qui s'étire, ce dont je vous parlais, qui reprend l'altimétrie des remparts. Alors dans ce socle, on y installe toutes les parties les plus lourdes qui vont manipuler les matériaux les plus lourds, l'acier, le plâtre, le bois, donc tous les gros ateliers qui vont servir pour les sculpteurs, enfin pour les étudiants qui vont travailler tous les matériaux et qui doivent être le plus accessibles possible depuis la rue pour pouvoir amener le matériel directement et ne pas avoir à le déplacer dans le bâtiment. Donc on y a installé tous les très gros ateliers, vous le verrez, ils sont assez gros, il y a des gros outils de pressoir, de découpe, enfin c'est assez intéressant si on vous laisse y rentrer, mais je pense que oui. Et tout ceci s'organise à partir d'un grand hall, qui est le hall principal, qui est un peu le showroom de l'école, puisque c'est dans ce hall que se trouveront tous les jurys et toutes les présentations des travaux, régulièrement des travaux des étudiants. Donc c'est un hall ouvert au public, qui va permettre d'être la démonstration des recherches des étudiants. Alors, le bâtiment, vous le verrez, le socle du bâtiment est traité en biais, en diagonale, on le voit un peu mieux ici, il va être tronqué dans sa base. Au lieu de suivre la continuité de la rue, il va être tronqué dans sa base. Alors, pour deux raisons, parce qu'il annonce donc l'ancien rempart qui se trouvait ici, mais aussi parce qu'il nous permet d'accueillir le passant, le visiteur, depuis la gare qui arrive, et de l'encourager à rentrer dans le quartier. C'est-à-dire, au lieu de longer la rue Chalussé, ce qu'on souhaite, c'est avoir une espèce d'entonnoir qui guide le public pour pouvoir se glisser et rentrer dans les jardins. Donc, c'est aussi une espèce d'incitation et d'ouverture du quartier à la ville. Alors ce bâtiment, vous voyez bien son socle, son rapport à la rue qui va être, tous les matériaux vont être alimentés dans ce volume qui est ici, en extrémité du bâtiment, et puis il va progressivement s'envelopper et tourner pour monter, s'élever au maximum. Alors sur cette partie-là se trouve l'école d'art, sur cette base-là, et la dernière partie qui couronne le tout se trouve l'école TVT, qu'on a voulu installer en chapeau sur ce bâtiment pour lui donner de la hauteur, mais aussi pour éviter de consommer trop de surface au sol. Là aussi, pour éviter de consommer et de minéraliser les sols, plus on superpose, évidemment, moins on s'étale et moins on consomme de sol. Donc ça a été un élément fort du concours. On a proposé d'enlever un bâtiment et de le poser sur un autre. De ce fait, on a plus de jardins au sol. Alors, ces grandes diagonales, vous le verrez, vous allez passer à l'intérieur derrière ces diagonales, elles racontent les parcours en vertical du fonctionnement de l'école, puisque tous les escaliers, vous le verrez, sont installés derrière ces grandes diagonales. Donc, elles suivent pour certaines les escaliers, puis l'escalier retourne et retourne, vous le verrez, et c'est une espèce de grande harpe, j'ai quelques images, où la lumière pénètre et c'est une grande découverte du Mont Faron et du paysage du Nord qui est très beau également. Donc vous le verrez, c'est assez spectaculaire. C'est dans cet espace-là que se trouve ce qu'on appelle là aussi le show-off, qui est un espace assez spectaculaire où on va montrer les travaux de sculpture des étudiants. Ils seront suspendus. Vous regarderez, vous verrez peut-être les palans, ils sont suspendus depuis des palans, depuis le toit, et vont être suspendus dans l'espace. Alors c'est un bâtiment très complexe techniquement, parce que ce biais a nécessité, alors on voit l'entrée, et je vais vous montrer, on va rentrer progressivement, et voilà ces grands escaliers qui se tournent vers le Mont Faron, et qui sont complètement suspendus dans l'espace. Et c'est un espace très blanc, qui est très, très dépouillé, mais qui est là pour mettre en scène le paysage et mettre en scène les objets qui vont être présentés.
on est ici aussi à l'intérieur. Le projet est très complexe parce que, vous le voyez, ce biais est assez difficile à exécuter parce que le bâtiment est très haut et contrairement à la structure, enfin aux lois de la pesanteur qui font que normalement les charges doivent se répartir tout droit vers le sol, eh bien elles vont être déportées. Et de ce fait, à partir de cet étage-là, tous les planchers ne sont pas portés par des poteaux, mais sont suspendus depuis le point le plus haut pour pouvoir permettre cette diagonale-là. Il y a aussi quelque chose qui est important dans le projet et dans l'ensemble. Ici, la médiathèque, c'est la même chose. Dans l'ensemble de ce projet, c'est le rapport aux matériaux. On a fait un choix qui est le béton. Le béton brut, laissé tel quel, juste à peine nettoyé et juste protégé pour éviter les tags, mais un béton qui est un béton dont on a utilisé les pierres de carrière. On a fait réouvrir une veine à la carrière du Revest, qui est la carrière qui a créé la ville de Toulon. La ville de Toulon a été construite avec cette pierre, avec ce matériau. Et je suis persuadée que chaque ville a sa couleur. On a tous des couleurs de ville en tête, j'imagine. Et Toulon a sa couleur propre, qui n'est pas celle de Marseille, ni celle de Nice. Et j'ai souhaité retrouver cette couleur de la pierre de Toulon. Vous le remarquerez en sortant dans la médiathèque, les colonnes de la chapelle sont en pierre, cette pierre du Revest, et on a réussi à retrouver strictement la même tonalité. Et ça, c'est parce qu'on a réutilisé le caillou local, le sable local. De ce fait, et un sable très clair qui nous a permis d'avoir ce béton très clair. Alors, il a un grand avantage, il est écologique. On a utilisé des liants qui sont des liants récupérés sur le site de Fos de la sidérurgie, qui sont très blancs et qui ne sont que de la récupération du laitier de la sidérurgie. Et ensuite, il a aussi un avantage, c'est qu'on n'y revient plus. Il n'y a plus d'enduit à faire, plus de peinture, plus rien. Et ce béton, on a proposé de l'avoir intérieur et extérieur. C'est-à-dire que, alors je vous épargne la technique, mais il y a un isolant qui est coulé au milieu et il y a 2 voiles de béton intérieur et extérieur. Ça nous permet d'avoir des grandes profondes, des grandes épaisseurs qui permettent aussi de nous protéger de la lumière et de l'ensoleillement direct. Mais ça nous permet aussi de ne plus avoir aucun adjuvant nulle part. Les sols sont en béton, les murs sont en béton, il n'y a plus rien. Définitivement, on n'a plus ni les carrelages avec les cols, ni les peintures qui sont souvent avec des adjuvants chimiques. Donc pour la vie du bâtiment, il est définitivement là et restera identique dans les années qui viendront. Contrairement à certains bâtiments qui sont très beaux à la livraison et puis qui après, à cause de manque d'entretien, eh bien, deviennent de moins en moins pimpants. Voilà, donc là, je fais un parcours à travers le site. On longe l'entre-deux entre l'école de commerce et les logements. On se retrouve au niveau de l'école de commerce et qui a été construite par Christian de Villers, grand architecte français, qui a travaillé là aussi, vous le voyez, je ne vous l'ai peut-être pas dit au départ, la ville 19e, à chaque axe de rue, on propose une place. Donc, ce bâtiment s'avançant devant une des rues du quartier 19e, on a proposé d'en faire un pont pour laisser passer la rue quand même. Ça, c'était quelque chose d'important. Toutes les rues se prolongent dans le quartier en devenant des places, des lieux d'entrée des bâtiments. Il passe derrière la médiathèque, il passe derrière la médiathèque et permet de relier les 2 quartiers, celui du 19e et celui du 20e. Chaluissé, à tout moment, dans tout axe des rues, peut être traversé complètement de part en part pour relier 2 quartiers, chose qui n'existait pas jusqu'aux ces dernières années. Pardon. Alors, on continue le parcours, on descend d'un cran, les logements qui ont été dénommés la voile blanche. Là, c'est une opération mixte logement social, logement privé, où il y a eu quelques expériences sur les logements sociaux, d'ailleurs plus particulièrement sur des espaces partagés, des lieux partagés qui sont très dans l'air du temps en ce moment, où on propose de partager des pièces pour ne pas avoir à acheter des pièces qui vont rester fermées peut-être pendant de longs mois, mais plutôt de les utiliser en commun. Le grand sujet de la voile blanche de ce projet a été surtout
de proposer de conclure la composition au nord du bâtiment, mais aussi de faire référence à ce dont je vous ai parlé, ces logements qui font référence aux immeubles paquebots, donc à ces grandes coursives comme on retrouve sur la Côte d'Azur, et ici tout près, un bâtiment se trouve identique tout près, et j'ai voulu rendre hommage à cette époque-là qui montre, alors là c'est en chantier, mais qui montre ces grandes lignes qui raconte l'horizontalité du site et l'horizontalité des vues vers l'horizon. Alors ça nous permet d'avoir des grandes loggias, ça nous permet de gérer l'articulation de la courbe, vous le voyez à gauche, qui n'est pas verticale, mais qui est oblique, et qui fait qu'on a une espèce de vrille qui tourne et qui s'ouvre vers le ciel, et qui fait que la lumière permet de lécher la totalité des façades bien davantage, puisque le bâtiment est oblique et n'est pas perpendiculaire. Voilà, alors pour les logements, je vous ai à peu près tout dit. Les logements sociaux sont à gauche et les logements privés sont à droite, avec pour beaucoup de très belles vues. Alors je pense que vous ne pourrez pas y rentrer dans les logements, mais c'est très belles vues, mais vous le verrez depuis les autres bâtiments, des très belles vues vers la rade. Et la médiathèque enfin, où on a ce dont je vous parlais, au centre, la chapelle, qui va devenir le lieu d'exposition temporaire, il y en a une en ce moment, et ensuite l'aile existante qui est ici, qui était l'aile de soins de l'hôpital, qui devient... selon les étages, ici le café qui est installé là, qui est un café qu'ils ont appelé café littéraire, et de l'autre côté, donc le bâtiment a été épaissi de la valeur à peu près identique à l'aile existante et va être épaissi sur sa totalité. Un nouvel escalier va être installé exactement dans l'axe de l'abside de l'hôtel. Un grand vide se développera sur ce carré-là dans les étages au-dessus, dans l'axe à l'arrière du bâtiment. Le sud étant en bas de l'image et le nord en haut, on se permet d'avoir des grands percements au nord parce que le soleil ne rentre pas au nord et donc on a des grandes vues et des grandes échappées visuelles au nord. Et à l'inverse, pour répondre strictement au rythme qui est demandé de l'autre côté pour restituer l'image première de ce bâtiment, on conserve exactement les mêmes proportions de fenêtres, mais la seule différence, c'est qu'on y installe des fenêtres très profondes pour permettre au sud de ne pas venir réchauffer le bâtiment pendant l'été, et à l'inverse, pendant l'hiver, le soleil étant plus bas, il pénètre dans le bâtiment. De ce fait, c'est une espèce d'économie énergétique naturelle. La meilleure économie en énergie, c'est évidemment savoir s'exposer, se protéger de l'ouest, s'ouvrir au sud et éviter les expositions les plus agressives. Au sud, on se met en retrait. Le fait d'avoir des grands retraits, eh bien, le soleil ne pénètre pas. Et de ce fait, on a réglé déjà une bonne partie de la question. Alors, vous le voyez ici, ce rez-de-chaussée, c'est l'espace qui est dédié aux enfants et aux plus publics, aux parties les plus publiques, c'est-à-dire la partie de tout ce qu'ils appellent actualité, zone d'actualité pour les Toulonnais qui viennent dans la journée lire l'actualité. On est là, on voit la vue depuis le jardin avec le bâtiment restitué, donc l'équivalent de ce qui a disparu. Vous voyez cette profondeur des baies, contrairement à l'hôpital de l'autre côté, à l'autre partie où les baies sont au nu de la façade. Eh bien ici, elles sont en retrait. Alors c'est un bâtiment en béton, mais vous voyez ce dont je vous parlais, les tonalités qui restent strictement, alors cette partie-là, qui est neuve, qui est strictement dans les mêmes valeurs et les mêmes tonalités de béton que la pierre qui existait sur l'hôpital. La vue arrière de la médiathèque, où là on est au nord, et où vous avez des grandes percements, des grandes perforations qui permettent des découpes extrêmement larges, on peut se le permettre, on est au nord, et qui permettent toute la vie la plus visible, puisque ce sont toutes les circulations du bâtiment qui se trouvent de ce côté-là. L'escalier dont je vous parlais, vous le voyez ici, cette grande fenêtre, l'escalier se trouve ici derrière, et il est strictement dans l'axe de la chapelle que vous voyez ici. Voilà, là on voit bien le rapport avant et nouveau. Donc
une vraie correspondance, mais pas tout à fait. Et c'est juste pour vous montrer, vous le verrez en vous déplaçant, on le voit un peu sur cette fenêtre là-haut à gauche. Donc grâce à ces fenêtres qui sont très en retrait de la façade, eh bien, ça nous permet d'avoir des systèmes d'alcôves qui vont nous permettre d'installer des petits équipements, des fauteuils, des banquettes, des lieux de lecture. Et ces alcôves sont des lieux un peu d'intimité du projet. Alors, juste quelques images avant, c'était la chapelle quand on a commencé à la réhabiliter. Et puis après, où là, ça a été une réhabilitation pure, où on est intervenu sur l'éclairage, on a repris les vitraux, on a réussi à conserver l'hôtel et c'est devenu le lieu d'exposition de l'équipement. Ici, c'était le dortoir, le lieu, les salles communes où chaque lit se retrouvait entre chaque fenêtre et les gens étaient tous soignés sur un même plateau. Et on a vraiment souhaité retrouver cet espace. Quand on a commencé à enlever les faux plafonds, eh bien, on a découvert ces belles poutres et ces corbeaux qui étaient travaillés et qui avaient disparu. Alors certains étaient abîmés, on les a refaits à l'identique et on les a vieillis prématurément. Et voilà ce que c'est devenu. On les a retrouvés et conservés. Et on y a installé la bibliothèque des Beaux-Arts. Voilà l'escalier et cette grande fenêtre que vous voyez à droite, dont je vous parlais, qui correspond à l'axe de la chapelle. Et cet escalier, lui aussi en béton, l'idée c'est qu'on se retrouve dans quelque chose d'extrêmement calme. Il y a énormément d'ouvrages, il y a énormément de monde qui passe, d'enfants. Tout ce que nous, architectes, on pouvait proposer sur un plan plastique devait apporter beaucoup de calme et de sérénité à cet espace. Donc on est dans ces valeurs de blanc. L'escalier est suspendu dans le vide. Vous le verrez en déambulant. Il ne touche pas les parois latérales. Il est suspendu d'un plancher à l'autre. Voilà, là, on voit à peu près la pièce, l'espace doré qui est tout en bas, nous nous trouvons derrière, il est derrière nous, c'est l'auditorium. Et on voit plateau par plateau, on va monter et on va aller du plus bruyant au plus calme. C'est-à-dire que le premier niveau, qui est ce niveau bas où se trouve ce grand cercle, se trouvent les enfants. C'est le lieu de lecture des enfants, des tout petits, des plus petits. Ensuite, il y a la littérature jeunesse un peu plus loin. Et puis au-dessus, on se retrouve dans les parties plus de vidéos, BD. Et puis ensuite, les salles tout en haut, les salles de lecture les plus calmes, plus publiques, plus de recherche. Donc on a cette espèce de progression aussi. Plus on monte, plus on est au calme. Voilà, je crois que c'est le dernier. Oui, c'est ça, le dernier point de vue. Là, il y a la liste des photographes, mais il y a aussi donc ces architectes, ces paysagistes dont je vous ai parlé, qui sont Hill, avec lesquels je travaille souvent et avec qui je viens de je viens de gagner un concours au Havre, qui est Réinventer le Havre. Et tous ces sujets, on sent bien que les villes s'en emparent. Comment travailler le paysage et comment tirer parti de ce paysage pour reconstruire la ville. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions à poser, c'est très volontiers. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions ou alors je me permets d'en poser une d'entrée ou alors est-ce qu'il y a... Donc je vais vous poser la question. Vous avez une agence qui est sur Marseille. Le projet que vous venez de présenter me donne le sentiment d'une Méditerranée, d'un paysage méditerranéen qui est là, qui se ressent dans la façon dont vous avez traité cet espace-là. Et vous venez de dire qu'aujourd'hui, vous avez remporté un concours au Havre. Est-ce que vous amenez un petit peu de notre Méditerranée sur le Havre ou comment vous abordez un projet comme ça ? Non, en fait, en réalité, je me considère comme une architecte contextuelle. C'est-à-dire que je pense vraiment réellement que la Méditerranée m'a nourrie dans ma démarche, dans ma construction.
d'architectes, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir des racines et d'être ancré dans une culture pour pouvoir après aller ailleurs. Et moi, la Méditerranée m'a nourrie dans le sens où c'est très difficile de construire en Méditerranée. C'est plus difficile qu'ailleurs. Parce qu'en Méditerranée, les villes méditerranéennes sont souvent installées dans la pente. Et la pente, les topographies sont souvent très fortes. Il y a une nature souvent très violente, comme j'en ai dit 2 mots tout à l'heure. Et on ne peut pas construire dans la pente aussi facilement qu'on construit à plat. Il faut savoir s'y adapter. Il faut savoir s'adapter à ce climat. Il faut savoir faire preuve d'une certaine modestie et savoir tirer parti du génie du lieu et des points forts ou des points faibles du lieu. Et en Méditerranée, il faut savoir se protéger du soleil, il faut savoir se mettre à l'abri du vent. On a énormément de contraintes. Il faut savoir travailler dans la roche. Et donc, dans ce cas-là, l'architecture, elle est là plus, et on le voit, les villes méditerranéennes, elles s'adaptent à la topographie, elles s'adaptent au paysage, elles viennent en tirer le parti. Souvent, elles utilisent, je parle sur l'ensemble du bassin méditerranéen, en Grèce, sur l'autre rive, les toits souvent deviennent des terrasses pour d'autres qui sont au-dessus. Les choses s'entremêlent, se combinent entre elles. Il y a une espèce d'intelligence du lieu pour essayer d'optimiser les constructions et aussi pour essayer de conserver le maximum de terre qualitative. En Méditerranée, la terre est vraiment, est un bien précieux. Il faut essayer d'utiliser les parties les plus riches. Et donc, on s'installe souvent dans des parties très difficiles. Et ça, c'est une façon d'apprendre à s'adapter. Et moi, ça m'a appris à m'adapter. J'ai eu très souvent des terrains très complexes ou des terrains ingrats. Et il faut s'adapter. Alors que lorsqu'on est à plat, au Havre, on est souvent à plat, on peut avoir des objets, pas forcément. On peut travailler des architectures extrêmement fortes. Il y a Oscar Niemeyer au Havre qui a construit un monument extrêmement spectaculaire. C'est un geste extrêmement fort. Jamais il aurait pu construire ça dans la pente en Méditerranée. Il n'aurait pas pu le faire. À un moment donné, ça oblige à une certaine modestie et ça oblige à tirer parti du lieu et à observer et à essayer de prendre le maximum du contexte pour nourrir le projet. Alors le contexte, il peut être aussi un contexte social, il peut être un contexte de vision lointaine du paysage ou proche du paysage. Qu'est-ce qui est à mettre en scène et qu'est-ce qui est à révéler ? C'est un vrai sujet. Alors au Havre, il se trouve que le bâtiment se trouve dans une partie pentue aussi, mais c'est un sujet de logement et la ville du Havre cherche à réinventer des lieux qui ont été déjà abîmés et comment leur redonner une nouvelle vie plutôt que d'aller s'installer ailleurs. Donc c'est réutiliser du bâti qui existe ou réutiliser des lieux en friche pour les faire renaître plutôt que d'aller construire ailleurs. Alors c'est aussi difficile, mais forcément au Havre, le sujet, c'est l'inverse. C'est comment avoir le plus de lumière possible, comment aller en chercher au maximum, comment s'abriter de la pluie, mais tirer parti de l'humidité aussi, parce que c'est très humide. Comment vivre ensemble dans un pays où le climat, on n'est plus à l'extérieur, on ne vit pas forcément à l'extérieur. Donc ce sont des sujets autres et où, au contraire, il faut accueillir le soleil et s'ouvrir au maximum. Je voulais savoir, on a l'impression que vous avez été très très libre dans vos choix. Bon, on se doute que ça ne se passe pas toujours exactement comme ça. Qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme difficulté par rapport à ce qui était demandé finalement? Bon, j'ai bien entendu l'histoire du bâtiment qui en fait qu'un seul, mais par exemple, qu'est-ce que vous avez pu rencontrer d'autre comme difficulté? Alors, je ne l'ai pas dit au début, il y avait une difficulté au départ qui aurait pu paraître insurmontable. C'est assez rare. Dans l'histoire, il y a un architecte, je ne sais pas, il y en a peut-être d'autres dans la salle, mais la difficulté de départ a été que chacun des projets était porté par un maître d'ouvrage, c'est-à-dire un client différent. Il y avait la ville de Toulon pour la médiathèque, Toulon-Provence-Méditerranée, métropole
TPM pour l'école d'art. Kedge, c'était la chambre de commerce, le département pour les bureaux du département, et les logements, c'est de la société ICAD, donc un privé. Et tous ces gens-là, toutes ces entités ont dû construire en même temps, dans un même délai, sur un même lieu. Et c'était assez difficile, déjà pour gérer un chantier unique d'un morceau de ville en même temps sur un même lieu. Alors ça s'est fait, Haussmann l'a fait à Paris, mais c'était quand même très difficile parce que ils sont pas forcément dans les mêmes tempos. La chambre de commerce, ils sont pas du tout dans le même rythme que TPM ou que la ville. Ils n'ont pas les mêmes services et il fallait que tout le monde, et que les financements arrivent au même moment pour tous. Donc ça a été une vraie difficulté. C'est vrai qu'il y a eu une forme de liberté dans le sens où on nous a dit, voilà, vous avez ces 5 bâtiments à construire, vous vous débrouillez, vous les mettez, et puis on choisira en fonction de vos réponses. Mais ça, c'est le rôle un peu d'un professionnel, d'un urbaniste, de dire comment j'organise les choses, les rythmes, etc. Après, les difficultés, c'est que de faire en sorte que on avait des interlocuteurs différents, ils n'avaient pas les mêmes désirs, forcément, et il fallait trouver une cohérence à l'ensemble. Ça a été aussi difficile parce que, alors, il y avait un architecte, donc l'architecte de Kedge, Christian de Villers, qui lui a fait son bâtiment, qui est différent d'ailleurs dans l'écriture. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose aussi, parce que la ville, c'est à la fois savoir faire avec son voisinage, mais aussi garder son caractère propre pour chacun des bâtiments. Mais il fallait, moi je tenais à quand même conserver une tonalité générale, qui est la couleur, par exemple, de la ville, le travail sur le matériau, essayer de conserver à peu près le même des déclinaisons de ce matériau-là, ne pas avoir une cacophonie de choses. Et il fallait donc convaincre chacun d'accepter ce matériau-là, par exemple. Après, il faut rentrer, les utilisateurs ne sont pas les mêmes. Ils sont plus ou moins présents, ou plus ou moins exigeants, ou plus ou moins intéressés. Donc il faut, ici par exemple, ils étaient très investis. Ils l'étaient moins à l'école d'art. Ou du moins, et puis il peut y avoir ceux qui sont investis pour le bien commun et ceux qui sont là pour juste savoir s'ils ont bien leur bureau à la couleur qu'ils veulent. Donc après, il faut arriver à jongler avec tout ça. Chaque bâtiment était orchestré par un architecte de l'agence qui en avait la charge du début à la fin et qui restait sur le chantier et qui suivait son programme, ce qui a déjà beaucoup aidé les choses. Et puis après, ça reste un travail habituel pour nous, si ce n'est cette espèce d'orchestration de l'ensemble et dans des temporalités qui ne sont pas les mêmes pour tous. Voilà. D'ailleurs, on a eu en plus quelques difficultés de chantier proprement dit. C'est les aléas de chantier, une entreprise qui dépose le bilan et qui fait que tout s'arrête. Et du coup, il y a un chantier qui prend du retard parce que l'entreprise a déposé le bilan. Et comment on fait pour... D'où le retard de l'inauguration de l'école d'art. L'entreprise d'électricité a disparu. Relancer un appel d'offres, ça prend plusieurs mois parce qu'il y a des règles européennes. Donc, on attend. Tout le monde est obligé d'arrêter. Donc, c'est compliqué. Celui qui reprend ne veut pas reprendre les réseaux le précédent a, parce qu'il ne veut pas prendre la responsabilité. Donc, enfin, mais ça, c'est la vie du chantier. Mais ça a fait qu'on espérait tout livrer en même temps. Et puis voilà, après, il y a eu le Covid, donc l'arrêt. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est la vie d'un chantier normal. Mais sinon, ça a été une aventure formidable pour nous parce que, d'abord, de tous construire ensemble, ça a donné une énergie même à tous nos interlocuteurs. Je pense que vraiment la ville de Toulon nous a suivis, nous a soutenus, le TPM également, tous les collaborateurs sur chacun des sujets de ces organismes ont été formidables et ont joué le jeu. Et si l'équipe fonctionne, déjà, c'est formidable, quoi. Ça change la donne complètement. Je me pose la question, on est sur une zone tectonique un peu difficile. Comment c'est compliqué pour vous de penser à un éventuel tremblement de terre, par exemple? Oui, bien sûr. Tout ceci est calculé, puisqu'on a avec nous, on n'est pas seul, on a des bureaux d'études, d'ingénierie spécialisés dans chacun des domaines. Donc toutes les questions de sismicité ont été calculées et tous les gabarits
et les épaisseurs des planchers, des potes, de la structure sont calculées en fonction de ces normes-là et des contraintes liées à la ville de Toulon et à ce lieu-là. Il y avait d'autres contraintes. En dessous, il y a le tunnel qui passe. Donc il y a les vibrations. Donc comment aussi absorber ces vibrations ? Il y a toute une série de contraintes qui sont prises en compte. Les vents. Comment essayer d'éviter l'effet Venturi dans les entre-deux, dans ces circulations qui passent entre les bâtiments. Donc tout ceci, les orientations des bâtiments aussi et les profondeurs ont été calculées à tous les niveaux, c'est-à-dire de la plus grande échelle à la plus petite étant les oiseaux par exemple, où on a sur les pignons de tous les bâtiments, si vous le remarquez, je n'ai pas de photo là, ou ici à la médiathèque par exemple, sur la partie côté Chalucé, le pignon, vous regarderez, il y a des petits trous qui sont des nichoirs pour les martinets, et tout là-haut il y a des plus gros trous qui sont des nichoirs pour des aigles ou des gros oiseaux, puisque et pareil pour l'école d'art. Donc là c'est la toute petite échelle où on a travaillé avec la Ligue des oiseaux sur comment combattre les moustiques puisqu'on a des bassins dans les jardins, comment combattre les rats qui se trouvent dans les égouts avec les rapaces, les martinets, pourquoi ils sont à cette hauteur-là ? Parce qu'on sait qu'un martinet ne peut pas partir du sol, il part toujours à une certaine hauteur, sinon il n'arrive plus à décoller s'il part du sol, donc ils sont à une certaine hauteur, et donc ça y est, ils se sont nichés, et donc pour s'envoler, ils doivent partir à une certaine... Donc c'est vraiment... c'est un tout. Il faut, voilà, on est accompagné. L'éclairage, vous le voyez ici, il y a des éclairagistes avec qui je travaille tout le temps, qui travaillent avec moi et qui dosent les qualités d'éclairage artificiel et les ambiances et la mise en lumière aussi bien depuis l'extérieur, mais aussi le confort visuel au niveau des luxes, de la vie dans le bâtiment. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. On est très nombreux. Et c'est vraiment un travail de partenariat. On n'est pas là en descendant notre truc et puis voilà, on s'en va. Bon, d'abord, toutes mes félicitations pour votre présentation qui nous éclaire bien, enfin, moi personnellement. Merci. Vous avez parlé des martinets, je rebondis un peu. Est-ce que vous avez pensé aux pigeons ? Oui, alors là, je ne suis pas sûre que ça marche, mais il y a des systèmes de son, d'ultrasons sur les toitures des bâtiments. Alors, on va le tester. Je ne suis pas absolument sûre que... Enfin, moi, je dis ça parce qu'on l'a testé pour chez nous, notre bureau, et c'est moyennement convaincant, mais c'est... Alors, mon autre question est différente. C'est, j'ai vécu pas mal de temps en région parisienne, dans la banlieue sud, à Rissorangis, très exactement, donc pas très loin d'une ville nouvelle qui s'appelle Évry, pour laquelle nous sommes allés d'ailleurs pour les 10 ans de la création de cette ville nouvelle, qui au départ, il n'y avait que des champs, de betteraves ou de blé. Au début, c'était très beau, c'était très neuf. Chaque quartier avait son architecte, avec sa propre qualité ou personnalité. Et on trouvait ça assez intéressant à vivre. Bon, ils ont fait une erreur, à mon avis, manifeste, au niveau plan global, c'est qu'ils ont mis tous les commerces au même endroit, dans une grande zone. Bon. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que 10 ans plus tard, alors ils avaient ouvert un livre blanc. Les premiers habitants de cette ville nouvelle sont tous partis, parce qu'en fait, la ville était, je ne dirais pas adaptée aux piétons. Ils avaient pourtant fait des tas d'allées pour se déplacer, sauf que c'était des distances pas possibles. Et est venue après derrière une population beaucoup plus, on va dire, moins aisée. Et au bout de 10 ans, la ville, il y a certains quartiers sont devenus sinistrés, complètement sinistrés. Alors je pense à ça parce qu'ici, dans ce projet, il y a donc ce bâtiment d'habitation, je dirais, je ne sais plus, logement, où vous avez séparé d'un côté des logements sociaux et de l'autre côté d'autres logements réservés à je ne sais pas qui, enfin, bon. Moi, ma crainte, vu ce que j'ai vu se passer à Évry en l'espace de 10 ans, c'est que dès l'instant où le côté social, on va dire, s'est complètement dégradé, alors apparition de tags, enfin, je ne vais pas acheter des détails, et bien finalement, le projet en lui-même est devenu, je dirais, globalement un échec, quoi. Alors, je ne
sais pas, je ne pense pas que ça doit être une contrainte, ces logements sociaux. Oui, Mais est-ce que, alors, je ne sais pas si vous avez dit que c'est une société privée, oui. est-ce qu'il y a un organisme qui chapeaute tout ça pour préserver la qualité du site? Bon, déjà, ça se trouve en plein cœur de la ville. C'est vraiment dans le tissu dense de la ville, avec des logements qui sont dans un même bâtiment. Et effectivement, il y a deux sociétés qui gèrent séparées. Une qui vend les logements privés et l'autre qui va gérer la partie logements sociaux. Alors, c'est avec cette entreprise-là que on travaille et que je suis en train de négocier pour obliger à conserver une qualité, à entretenir. Et dès donc on est en train de rédiger un texte pour vraiment qu'il respecte cela. Je crois vraiment que le maire de Toulon est très très attentif à tous ces sujets-là et qu'il ne les lâchera pas. J'en suis quasiment persuadée, le voyant faire, le voyant, les exigences qu'il a sans cesse. Il est venu sur le chantier tout le temps, il suivait ça le matin, à 5h du matin, il était là. Il est dans les rues, et il ne nous a pas lâchés, nous, déjà. À chaque fois qu'il voyait un truc, c'était pas propre, le chantier. Alors qu'un chantier, bon, on sait très bien que bon. Et à chaque fois, je disais mais non, mais c'est normal aussi. Et il ne lâche rien sur ces sujets-là. Il ne lâche rien. Donc moi, je crois que aussi il y a aussi l'exigence d'un élu, et ça compte, l'exigence d'un élu pour tenir une ville. Et si on laisse aller, c'est sûr que ça va très vite. Après. Moi, je suis persuadée que quand même, quand on est tous ensemble sur un même lieu, on a quand même forcément il se passe quelque chose qui fait que on hésite à dégrader, il me semble. Je pense quand même que quand on est isolé, éloigné, ou un peu où on ne nous voit pas, eh bien, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui, les Journées nationales de l'architecture, elles parlent de l'architecture du quotidien. Et avec votre projet, Corinne, on est véritablement dans cette illustration-là, puisqu'on voit bien qu'on a l'usage de la structure culturelle qui est la médiathèque, où on peut y aller depuis tout petit à très grand. On a les écoles qui sont des espaces aussi d'architecture du quotidien. On est tous passés par une école, que ça soit une grande école ou une école simple, je dirais. On a le logement, on a les espaces publics. Je veux dire, aujourd'hui, voilà, votre projet illustre véritablement l'impact de l'architecture sur le quotidien de chacun. Et que c'est une belle ambition que de faire le métier que vous faites, et d'autant que vous vous approchez et vous vous appropriez aussi les usages. On voit bien que sur la médiathèque, vous avez réfléchi à la question du bruit, à la vie en commun de toute une population qui vit dans un seul espace. C'est-à-dire que cet espace, il a été constitué pour permettre à toutes les générations et à tout type de personnes de pouvoir vivre ce bâtiment. Donc c'est un très bel exemple de à quoi sert l'architecture et des valeurs de l'architecture. Donc voilà. Moi, je voudrais vous remercier vraiment de votre disponibilité, de votre générosité. Chaque fois, vous êtes là avec le sourire et l'envie de partager. Et ça, c'est un service que vous rendez aussi aux structures comme les CAUE, puisque nous, on a cette mission de sensibilisation, et de pouvoir faire cette mission de sensibilisation avec une architecte, médaille d'or de l'Académie d'architecture, sur un projet. Vraiment, merci beaucoup. Merci.